Nous étions mariés depuis 10 ans lorsque mon mari a trouvé l'amour de sa vie. Il a dit qu'elle avait une âme pure, qu'elle se moquait de l'argent. Je me suis tourné vers mon assistante et j'ai dit, annuler ses cartes de crédit. Couper le financement médical de sa mère et changer les serrures. Si elle était l'amour de sa vie, j'allais lui accorder son vœu. Je me suis assise devant la coiffeuse, observant la femme dans le miroir. À 35 ans, le coin de mes yeux montrait déjà de légères rides de rire. C'étaient les traces des nuits blanches passées à m'inquiéter des comptes de l'entreprise, de la maladie de ma belle-mère et des projets de recherche interminables de mon mari. Aujourd'hui, j'avais choisi une robe de soie couleur prune. C'était une teinte profonde, pourtant pleine de force. Tout comme ma position actuelle dans ma famille et dans le monde des affaires. Aujourd'hui était mon 10e anniversaire de mariage avec Julien. On dit souvent que le dévouement d'une épouse ne reste jamais sans récompense. Je m'étais accroché à cette phrase pendant toute une décennie. Venu de la fille gâtée d'une vieille famille fortunée de Nouvelle-Angleterre, j'avais accepté d'épouser Julien. Un pauvre professeur d'université chargé d'une lourde responsabilité familiale. À l'époque, mes parents s'y étaient opposés de toute leur force. Ma mère m'avait dit que se marier avec un homme pauvre n'était pas le problème. Le problème était d'entrer dans une famille qui ne savait pas apprécier quoi que ce soit. À l'époque, j'étais jeune. Je croyais à l'amour, à la bonté et à l'intelligence de Julien. Alors j'avais fait la sourde oreille à tout cela. J'avais utilisé mon fonds fiduciaire entier et mon sens des affaires pour bâtir l'empire d'entreprise que nous avons aujourd'hui. Tout en tirant toute la famille de mon mari de la boue de la pauvreté. J'ai ouvert un tiroir et en ai sorti une luxueuse boîte de velours rouge. À l'intérieur se trouvait une montre Patek Philippe que j'avais commandée sur mesure en Suisse 6 mois plus tôt. Julien se plaignait souvent que sa vieille montre avait un bracelet en cuir usé et n'avait pas l'air assez élégant pour donner des cours ou rencontrer des partenaires académiques. Je me souvenais de chaque mot qu'il avait prononcé, de chaque froncement de sourcils. Pour moi, Julien n'était pas seulement mon mari. C'était la fierté intellectuelle que j'avais toujours révérée. J'étais une femme d'affaires avec l'odeur de l'argent imprégnée dans ma peau. C'est pourquoi j'appréciais l'héritier savant et noble d'une lignée académique comme lui. Mon téléphone a sonné. C'était Clara, mon assistante. Miss Sterling. Tout est prêt dans l'ancienne salle à manger de l'université Commonwealth de Boston. Le chef dit qu'il a préparé le pot-au-feu Yankee exactement comme vous l'avez demandé. Avec ce goût maison classique. J'ai souri. Parfait. Merci, Clara. J'y vais tout de suite. Ne le dites pas à Julien. Je veux que ce soit une surprise. J'ai glissé la montre dans mon sac de créateur. Le cœur battant comme au premier jour de notre romance. Au lieu des restaurants haut de gamme, faiblement éclairés, préférés par l'élite de Boston. J'avais décidé de célébrer notre anniversaire là où tout avait commencé. Dans l'ancienne salle à manger de l'université. Il y a 10 ans, notre réception de mariage s'y était tenue. Nous étions tellement fauchés à l'époque, juste quelques tables avec de la nourriture simple. Les mariés portaient des chaussures tachées de boue parce qu'il pleuvait à torrent dehors. Mais au milieu de cette épreuve et de cette lutte, je n'oublierai jamais le regard de Julien. Plein de gratitude et de promesses. Il m'avait pris la main et avait juré devant nos amis, Lise. Souffre avec moi maintenant. Et quand j'aurai réussi, je te le rendrai au 1000. J'avais gravé ce serment dans mon cœur. Je n'avais pas besoin qu'il me dédommage avec de l'or et de l'argent. J'avais seulement besoin de son amour inconditionnel. J'ai conduit mon SUV de luxe hors du garage de notre propriété de Brookline. Cette maison était le fruit de mes sueurs et de mes larmes au cours des 10 dernières années. Chaque brique, chaque arbre du jardin avait été soigné de mes propres mains. J'ai pensé à Patricia, ma belle-mère, qui avait frôlé la mort grâce au donneur de reins que j'avais cherché haut et bas, dépensant des centaines de milliers de dollars pour obtenir les meilleurs chirurgiens de l'hôpital général de Boston. J'ai pensé à Chloé, ma belle-sœur capricieuse et dépensière,
qui me demandait de l'argent chaque mois pour s'acheter des sacs de créateurs et sortir en boîte. Je les protégeais non pas parce que j'avais de l'argent à brûler, mais parce que j'aimais Julien. Je voulais qu'il puisse se concentrer sur sa tenue sans se soucier des besoins de base. Les rues de Boston étaient animées au crépuscule, mais mon cœur était léger. J'imaginais le visage surpris de Julien quand il me verrait apparaître dans l'ancienne salle à manger. Il serait sûrement ému. Il avait toujours été un homme nostalgique et sentimental. La voiture a glissé le long de rues familières, me ramenant sur le vieux campus universitaire. Les anciens hommes étaient toujours là, témoins silencieux de tant de générations d'étudiants. Je me suis garé dans un coin discret, et lissé ma robe et appliqué un peu plus de rouge à lèvres. Je voulais paraître radieuse pour montrer à Julien que, malgré le passage du temps et le stress de diriger une entreprise, son épouse conservait encore sa beauté et son charme. Je suis sorti de la voiture, une douce brise du soir faisant flotter ma jupe de soie. Une vague de nervosité m'a saisi à la poitrine. Je n'avais pas prévenu Julien. Je lui avais seulement envoyé un texto disant que j'avais un dîner d'affaires tardif et qu'il mangeait sans moi. En réalité, j'avais contacté un vieux concierge que je connaissais, lui demandant d'ouvrir la salle à 7 heures. Avec la boîte cadeau à la main. J'ai marché le long du chemin de pavés moussus menant à la salle à manger. Des scènes de notre passé défilaient dans mon esprit. À l'époque, une assiette de pot-au-feu à 5 $ était le plus grand luxe que Julien pouvait m'offrir. Nous partagions chaque cuillerée de bouillon, nous offrant mutuellement les morceaux de bœuf les plus tendres. Comment ce passé de pauvreté pouvait-il être si beau et si significatif? Je n'aurais jamais pu imaginer que l'endroit abritant les plus beaux souvenirs de ma vie deviendrait aujourd'hui le cimetière de mon mariage de 10 ans. La porte de bois écaillée de la salle à manger était entr'ouverte, projetant une fine bande de lumière jaune. J'ai souri, pensant que le concierge avait déjà allumé la lumière en m'attendant. Mais non, quelque chose n'allait pas. Mon cœur a manqué un battement quand j'ai vu la Mercedes noire familière garée discrètement derrière une rangée de lauriers roses desséchés. C'était la voiture que j'avais achetée à Julien le mois précédent pour célébrer la publication de son nouveau livre. Pourquoi sa voiture était-elle là? Se souvenait-il aussi de notre anniversaire et voulait-il me surprendre? Cette pensée m'a un peu réconforté. Peut-être que mon mari et moi étions vraiment sur la même longueur d'onde. Je me suis approché sur la pointe des pieds, prévoyant de le faire sursauter comme dans nos jours espiègles d'université. Mais en m'approchant, l'intuition aguerrie d'une femme a alourdi mes pas. Il n'y avait ni musique ni ambiance de fête en préparation. Juste un silence terrifiant enveloppant tout, rompu de temps à autre par le vent sifflant dans les fentes de la porte. J'ai décidé de ne pas passer par l'entrée principale. J'ai contourné le bâtiment de briques vers la porte arrière qui menait à la cuisine. J'avais l'habitude de m'y glisser pour glisser à Julien des tickets de repas supplémentaires quand il n'avait plus d'argent à la fin du mois. La porte de cuisine rouillée était entr'ouverte. L'odeur de moisi des vieux murs badigeonnés de blanc m'a frappé au nez, mêlé à un parfum inconnu si doux et perçant qu'il en était écœurant. Et puis j'ai entendu des rires. Ce n'étaient pas les rires joyeux d'un groupe d'amis, mais les rires coquets d'une jeune femme entrecoupée de la voix chaude et grave que j'écoutais depuis 10 ans. La voix de mon mari. Tu es si coquine. Pourquoi m'as-tu amené dans cet endroit oublié de Dieu? C'est plus sûr ici, plus intime, bébé. En plus, cet endroit a beaucoup de souvenirs. Je veux créer de nouveaux souvenirs avec toi. Effacer tous les anciens, dépassés. Les paroles de Julien ont été comme un seau d'eau glacée jeté directement à mon visage. Un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os. Je me suis figé, serrant la boîte de velours rouge si fort que mes ongles se sont enfoncés dans ma paume, provoquant une douleur aiguë. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la lame qui venait de déchirer mon cœur. Effacer tous les anciens, dépassés. Il s'avérait que mes 10 années de jeunesse, 10 années de sacrifice, 10 années de partage des peines et des joies n'étaient pour lui que de vieilles choses à effacer.
J'ai retenu mon souffle et me suis collé contre le mur graisseux, essayant de saisir chaque mot. Je devais savoir qui était cette femme et à quel point mon mari, le modèle savant de Marie, s'était corrompu. L'obscurité du coin de la cuisine semblait m'engloutir tout entière. Mais c'était cette même obscurité qui m'aidait à voir le vrai visage de l'homme que j'avais autrefois adoré. Une pièce maladroite et cruelle était sur le point de baisser son rideau. Je me suis caché derrière la porte battante qui séparait la cuisine de la salle à manger principale. L'étroit interstice laissait à peine passer mon regard. Mais c'était suffisant pour capturer toute la scène à l'intérieur. Sous la lumière jaunâtre d'une vieille ampoule à incandescence, Julien était assis sur l'une de ces chaises en plastique bleu familières. Mais il n'était pas seul. Sur ses genoux était assise une jeune femme mince aux longs cheveux noirs fluides. Elle portait un chemisier blanc et une jupe excessivement courte, se blottissant contre la poitrine de mon mari. Les mains que je tenais chaque nuit, les mains que j'avais soignées de chaque égratignure caressaient maintenant le dos nu d'une autre femme. J'ai senti une oppression dans ma poitrine comme si quelqu'un m'étranglait. Le sang m'est monté à la tête. Mais la rationalité d'une PDG aguerrie aux salles de conseil m'a forcé à rester calme. Je ne pouvais pas m'effondrer maintenant. Je devais voir. Je devais tout entendre. Julien. La voix de la fille sonnait sirupeuse et douce comme du sucre. Mais à mes oreilles, elle était aussi rance que du poisson pourri. La date limite des frais de scolarité approche. Et ma mère dans sa ville natale est vraiment malade. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je pense que je vais peut-être devoir abandonner ce semestre. Julien l'a serré plus fort. Sa voix était remplie d'une compassion et d'une tendresse qu'il ne m'avait pas montrée depuis longtemps. Petite sotte. Avec moi ici. Pourquoi t'inquiéter de l'argent? Concentre-toi juste sur ton diplôme de littérature anglaise. Je m'occuperai des frais médicaux de ta mère et de tes études. Tu es un talent. Tu es ma muse. Je ne laisserai pas la poussière du monde réel te souiller. Mais où vas-tu trouver l'argent? J'ai entendu dire que ta femme contrôle les finances très strictement. Est-ce qu'elle sait que tu m'aides? À la mention de moi, la voix de Julien a soudain changé. La tendresse a disparu, remplacée par un ressentiment et un mépris étonnant. Ne mentionne pas cette vieille aigre. Tu me gâches l'ambiance. Qu'est-ce qu'elle sait à part? L'argent et encore de l'argent? Toute la journée, sa tête est enfouie dans des tableurs, calculant les profits et les pertes. C'est une personne tellement matérialiste et sèche. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour parler de fusion d'entreprises et de contrats. À ses côtés, je me sens aussi étouffé que dans une prison. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang. Vieille aigre, matérialiste, sèche. Cet argent matérialiste avait acheté les médicaments pour ta mère, la voiture que tu conduis, le manoir dans lequel tu vis, et même financé le doctorat que tu te vantes. Ces tableurs secs étaient la seule chose qui avait empêché ta famille de mourir de faim et d'être méprisée par le monde. La fille a laissé échapper un petit rire avec un ton légèrement triomphant. Eh bien, elle me semble très capable. En plus, elle s'occupe bien de ta famille. J'ai même entendu dire qu'elle finance des bourses pour notre université. En fait, je reçois une bourse de son entreprise. Ces paroles ont été comme un éclair frappant mon esprit. Une bourse de mon entreprise. J'ai plissé les yeux, essayant de mieux voir le visage de la fille. Sous la lumière tamisée. Son visage ovale et ses grands yeux innocents ont commencé à me sembler familiers. Lorraine. C'était Lorraine Miller. L'étudiante de dernière année en littérature à qui j'avais personnellement signé une bourse de mérite et de difficultés financières de $10 000 au début de l'année. Je m'en souvenais clairement parce que dans sa candidature, elle avait écrit une histoire touchante sur ses origines modestes et sa détermination immense. Quand je lui avais remis le prix, elle m'avait pris la main les larmes aux yeux et m'avait dit « Merci.
Miss Sterling. Vous êtes la bienfaitrice de ma vie. Je suivrai votre exemple pour devenir une femme réussie. Il s'avérait qu'elle suivait mon exemple en volant mon mari. Elle utilisait mon propre argent pour s'habiller, faire du shopping. Puis utilisait cette fausse façade d'innocence pour séduire le mari de sa bienfaitrice. L'audace pure de cette situation dépassait de loin mon imagination. Julien a laissé échapper un rire moqueur, caressant les cheveux de Lorraine. Son argent est aussi le mien. Tu crois qu'elle est si brillante? Sans mon soutien moral. Sans moi pour gérer les relations sociales internes et externes. Comment pourrait-elle tranquillement gagner de l'argent? Elle n'est qu'une machine à imprimer de l'argent. Mais toi, Lorraine, tu es l'âme, le véritable amour de ma vie. Tu es pure, gentille. Tu comprends la poésie. La musique? L'art. Tu comprends les angoisses d'un intellectuel comme moi. Quand elle rentre à la maison, elle sent juste l'argent et les parfums chers écœurants. Ça me donne la nausée rien que de le sentir. Nausée. Ces mots résonnaient dans ma tête. Le parfum cher que je porte, c'est parce que tu as dit un jour qu'il était élégant. Pour qui est-ce que je m'échine à gagner de l'argent? J'ai regardé la boîte cadeau dans ma main. La Patek Philippe étincelante semblait se moquer de moi. Ma sincérité. Mes 10 années d'amour étaient maintenant comparées par l'homme avec qui j'avais partagé ma vie à une étudiante accrocheuse et piétinée sans pitié. La colère en moi n'a pas éclaté comme un feu ardent. Elle s'est transformée en quelque chose de froid et tranchant comme la glace. Je me suis senti de la pitié pour moi-même et un dégoût absolu pour les deux acteurs qui jouaient leur farce romantique à l'intérieur. Toute l'affection, tout le respect que je ressentais pour Julien a complètement disparu en cet instant. J'ai pris une profonde inspiration, avalant mes larmes. La vieille Lise, l'étudiante naïve qui croyait à un cottage et deux cœurs, était morte. Celle qui se tenait ici maintenant était Elizabeth Sterling, la PDG de Zenith Corporation. Je ne laisserai personne piétiner ma fierté. J'ai délicatement posé la boîte cadeau sur le comptoir poussiéreux de la cuisine. Je n'en avais plus besoin. J'ai arrangé mes cheveux et lissé ma robe. J'allais entrer là-dedans non pas pour faire une scène de jalousie comme une femme vulgaire, mais pour leur donner une leçon sur le prix de la trahison. J'ai avancé et asséné un coup de pied violent à la porte battante en bois. Bang! Le bruit fort et sec a brisé l'atmosphère intime à l'intérieur. Le bruit a fait sursauter le couple adultère. Lorraine a laissé échapper un cri étouffé et s'est précipitamment éloignée de Julien, rajustant maladroitement le col de son chemisier déboutonné. Julien, pendant ce temps, était pâle comme un fantôme, les yeux écarquillés, fixant la porte comme s'il avait vu une apparition. Je me suis tenu là sur le seuil, mon ombre s'allongeant sur le vieux sol carrelé. Mon regard était glacial, balayant les deux, tremblant comme des rats pris dans un projecteur. Lise. La voix de Julien tremblait, bégayant, incapable de former des mots. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis entré calmement. Le cliquetis de mes talons contre les carreaux était régulier et ferme, comme le marteau d'un juge sur le point de rendre une sentence. Je me suis dirigé droit vers la table en plastique. J'ai tiré une chaise en face d'eux. Me suis assise et ai croisé les jambes avec la même élégance et confiance que si j'étais dans la salle de conseil d'entreprise. Êtes-vous très surpris? J'ai offert un sourire. Un sourire que je savais plus terrifiant que des larmes. N'est-ce pas aujourd'hui notre 10e anniversaire de mariage? Je suis venu me remémorer le passé, et regarder ce que j'ai trouvé. Je suis tombé sur une représentation théâtrale des plus divertissantes. Lorraine m'avait déjà reconnu. Son visage était livide, vidé de tout sang. Elle a rapidement baissé la tête, tordant ses mains, et s'est timidement cachée derrière Julien. Miss Sterling. Je suis tellement désolé. Tais-toi.
Ma voix était un murmure, mais portait assez d'autorité pour la faire taire instantanément. Je ne t'ai pas donné la permission de parler. Je me suis tourné vers Julien. L'homme dont j'avais aimablement noué la cravate ce matin-là même avant qu'il parte travailler. Maintenant, en voyant son apparence débraillée, suant abondamment de peur. Je ne ressentais que du mépris profond pour sa lâcheté. Que disais-tu il y a un moment? J'ai penché la tête, feignant de réfléchir. Une vieille aigre, matérialiste et sèche qui ne comprend que l'argent. Julien? Pendant les 10 dernières années. Cette vieille a nourri toute ta famille. De la nourriture sur ta table et le toit au-dessus de ta tête jusqu'à ton faux honneur académique. Tu dis que mon argent te dégoûte. Mais tu l'acceptes encore ponctuellement chaque mois. La voiture que tu conduis. Les costumes que tu portes. Même les sous-vêtements que tu as sur toi. Y a-t-il quoi que ce soit qui n'ait pas été acheté avec mon argent nauséabond? Julien, après sa panique initiale, semblait avoir retrouvé un peu de son sang-froid. L'orgueil blessé de quelqu'un qui se considère comme un intellectuel a flambé. Il a sauté sur ses pieds, rajustant ses vêtements. Essayant de retrouver son air habituel de dignité. Ne crois pas que parce que tu as de l'argent tu peux venir me faire la leçon sur la vie. Julien a grogné, son visage devenant rouge. Tu m'espionnais? Tu as engagé quelqu'un pour me suivre. N'est-ce pas? Je te l'avais dit. Vivre avec toi. C'est comme être en prison. Tu ne respectes jamais ma vie privée. J'ai éclaté de rire. Un rire amer qui a résonné dans la salle vide. Vie privée? Tu appelles avoir une aventure avec une étudiante et utiliser l'argent de ta femme. Pour financer ta maîtresse de la vie privée? Julien? Tu as un doctorat. Tu es professeur d'université et ta logique est pire que celle d'un enfant de 3 ans. Je n'avais pas besoin de t'espionner. Le ciel a des yeux. Chérie. Je suis venu ici pour te faire une surprise. Mais la surprise que tu m'as faite est bien trop grandiose. Je n'arrive juste pas à l'avaler. J'ai déplacé mon regard vers Lorraine, qui se terrissait encore derrière Julien. Et toi, Lorraine Miller, brillante étudiante, exemple brillant de persévérance. J'ai souligné chaque mot. Tu reçois ma bourse, tu acceptes mon parrainage. Et tu me remercies en couchant avec mon mari. Est-ce la morale que tu as apprise dans la vie? Lorraine a soudain levé la tête, les yeux débordant de larmes. Un regard qui ferait vouloir protéger n'importe quel homme. Mais pour moi, cela ne provoquait que du dégoût. Miss Sterling. Ne m'insultez pas. Le professeur Julien et moi sommes ensemble pour le véritable amour. Nous avons une connexion spirituelle. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je l'aime pour ce qu'il est. Quel grand véritable amour. J'ai applaudi avec sarcasme. Tu n'as pas besoin d'argent. Et qui se plaignait juste d'être pauvre? Mendiant de l'argent pour les frais de scolarité? Qui demande de l'argent pour soigner sa mère? Malade chez elle? Tu me prends pour une idiote? Si Julien était un livreur Uber Eats. Un ouvrier affamé. Est-ce que tu aurais une connexion spirituelle avec lui? Ou as-tu mis les yeux sur son titre de professeur et la Mercedes brillante qu'il conduit? Julien, voyant sa petite maîtresse acculée, est intervenu pour la protéger. Me fixant furieusement. Tais-toi. Ne viens pas ici juger Lorraine avec tes manières de caniveau. Elle est 1000 fois plus pure et plus sainte que toi. Regarde-toi. Toujours en train de parler d'argent. As-tu jamais pris le temps de comprendre ce dont j'ai besoin? Ce que je pense? Lorraine me donne de l'inspiration. Elle me fait me sentir comme un vrai homme. Pas comme un homme entretenu, ce qui est exactement ce que je ressens à tes côtés. Un homme entretenu. Je me suis levé pour faire face à Julien directement. Je n'étais pas aussi grande que lui, mais mon aura à ce moment-là l'a fait reculer d'un pas. Alors?
Tu admets enfin que tu es un homme entretenu. Très bien. Si tu en as tellement marre de cette vie étouffante, tellement marre de cette femme qui sent l'argent, alors libérons-nous mutuellement. Je l'ai regardé droit dans les yeux, déclarant chaque mot fermement. Demain matin, je demanderai le divorce. Toi et ton véritable amour. Préparez-vous à profiter d'une vie sans l'odeur de l'argent. Voyons si vos âmes nobles peuvent se manger. Sur ce, je me suis retourné et suis parti sans daigner regarder les visages stupéfaits que je laissais derrière moi. Mais juste au moment où j'ai atteint la porte, j'ai vu deux figures familières se précipiter à l'intérieur. C'étaient Patricia et Chloé, mes belles familles, en force totale. Il semblait que la pièce n'était pas terminée. L'acte le plus palpitant commençait juste. Patricia et Chloé sont apparus dans l'embrasure de la porte. Impeccablement habillées et lourdement parfumées. Elles étaient probablement aussi venues assister à la prétendue fête d'anniversaire que j'avais préparée avec tant de soin. Mais au lieu d'un sourire de félicitations, ce qu'elles ont trouvé était la scène de moi face à face avec Julien et Lorraine dans une atmosphère chargée de poudre. En voyant Lorraine se cacher derrière son fils, le regard de Patricia a vacillé légèrement. Je savais très bien que Lorraine n'était pas une étrangère pour elle. J'avais une fois vu un message de Lorraine demandant à ma belle-mère de ses nouvelles d'une manière très familière. Il s'avérait qu'elle s'était rencontrée dans mon dos. La seule idiote tenue dans l'ignorance, c'était moi. J'ai regardé directement Patricia et les salué avec une ironie mordante. Patricia. Chloé. Vous arrivez juste à temps. Entrez et regardez la merveilleuse pièce que votre cher fils et frère est en train de monter. Avant que Patricia puisse dire quoi que ce soit, Julien s'est avancé, changeant complètement de ton, adoptant l'attitude d'une victime offensée. Maman, regarde-la. Elle est venue ici pour faire une scène. Pour m'insulter et Lorraine. Elle pense que parce qu'elle a de l'argent, elle peut piétiner toute cette famille. Je n'en peux plus. Chloé, ma belle-sœur, avec ses cheveux blonds décolorés, m'a lancé un regard de côté et a couru du côté de son frère. Lise, c'est quoi tout ce raffut? Mon frère est professeur d'université. Une personne de statut. Et un peu de respect pour son image. S'il y a un problème, tu en parles à la maison derrière des portes closes. Pourquoi étaler le linge sale en public? J'ai ri à haute voix. Un rire froid qui a résonné dans toute la pièce. Respect pour son image. Demande à ton frère s'il se soucie de son image quand il amène sa maîtresse dans cette même salle à manger pour s'amuser. Regarde bien. C'est Lorraine. L'étudiante que je parraine avec une bourse. Ton frère couche avec la personne même qui lui est redevable. Cela te semble honorable? Patricia est finalement entrée d'un pas lent. Elle n'a montré ni surprise ni colère envers son fils. Au contraire, elle m'a regardé avec une expression de reproche. Le même regard que j'avais reçu pendant 10 ans chaque fois que je ne cédais pas à chacun de ses caprices. Lise, en tant que femme, tu dois savoir être patiente. Pour un homme d'avoir quelques femmes, c'est normal. Si Julien sort s'amuser un peu, c'est juste pour libérer le stress du travail. Si toi, en tant qu'épouse, tu ne sais pas retenir ton mari et que tu le laisses chercher le bonheur dehors, la faute est la tienne. Tu ne peux blâmer personne d'autre. Je suis resté pétrifié. Mes oreilles ont sifflé devant la logique malade de ma belle-mère. Moi, la belle-fille dévouée qui avait vendu les bijoux de ma propre mère au début de notre mariage pour payer leurs dettes initiales, qui avait déplacé des montagnes pour lui sauver la vie. Maintenant, à ses yeux, je n'étais qu'une femme qui ne savait pas retenir son mari. Comment peux-tu dire ça, Patricia, ai-je rétorqué, gardant ma voix dangereusement égale. J'ai tout sacrifié pour cette famille, et en retour, je reçois cette trahison flagrante. Qui s'est occupé de toi quand tu étais malade? Qui a payé les
Dette de carte de crédit de Chloé? D'où venait l'argent pour la grande et belle maison dans laquelle vous vivez? Patricia a renâclé et a agité la main comme pour chasser un insecte. Allons. Allons. Ne sors pas l'argent pour nous le jeter à la figure comme si ton argent était si important. Ma famille, bien que pauvre, a des principes et des valeurs. Nous valorisons l'affection. Pas l'argent comme la tienne. Julien est un génie. Une exception. Il a besoin d'une femme qui le comprenne, qui soit en phase avec lui. Qui le soutienne, pas d'une marchande qui ne sait que faire des calculs. Lorraine, voyant qu'elle avait des alliés, est sortie de derrière Julien les yeux remplis de larmes. Madame Vance a raison. J'aime beaucoup le professeur Julien. Il se sent seul dans sa propre maison. Lise, s'il vous plaît, laissez-le partir. Nous nous aimons vraiment. S'il vous plaît. Donnez-nous votre bénédiction. J'ai regardé les 3 visages éhontés devant moi. Un mari trompeur, une belle-mère ingrate et une maîtresse effrontée. Ils s'étaient unis contre moi, utilisant des arguments de fausse moralité pour m'attaquer. Soudain, j'ai réalisé mon erreur. La plus grande erreur de ma vie n'était pas d'avoir épousé un homme pauvre, mais d'avoir épousé une famille de sangsues ingrates. Julien, enhardi par le soutien de sa mère et de sa maîtresse, a bombé encore plus le torse. Il a pointé un doigt vers moi. Tu entends ça? Tout le monde voit à quel point tu es irrationnel. Seul toi ne le réalises pas. Tu penses toujours que tu es la meilleure. Que tu fais une faveur à ma famille. J'en ai marre de ton attitude condescendante. Lorraine est celle qui me comprend. Qui valorise ma valeur en tant que personne. Elle m'aime pour être un homme ordinaire sans se soucier de la gloire ou de la fortune. C'est ça le véritable amour. Véritable amour sans se soucier de la gloire ou de la fortune. J'avais envie de lui rire au nez. Voyons combien de temps ce véritable amour durerait si je coupais tout soutien financier. J'ai pris une profonde inspiration, retrouvant le calme glacial typique d'une PDG d'entreprise. Je n'avais pas besoin de discuter avec des gens qui n'étaient pas à mon niveau intellectuel. D'accord, ai-je dit d'une voix glaciale. Si vous méprisez tant mon argent et valorisez si hautement l'affection et la noblesse, je vais vous accorder votre vœu. Je me suis tourné vers Patricia et Chloé avec un regard si tranchant qu'il les a fait frissonner. Patricia, Chloé, souvenez-vous bien de vos paroles d'aujourd'hui. Ne les regrettez jamais. Et toi? Julien, tu dis que Lorraine t'aime pour ce que tu es sans se soucier des choses matérielles. N'est-ce pas? Parfait. Accroche-toi à cette croyance. J'ai attrapé mon sac. Redressé ma posture et relevé la tête. Je quitte cet endroit non pas comme une perdante qui s'enfuit, mais comme une reine. Secouant les parasites qui se sont accrochés à elle. C'est terminé ici. On se voit au tribunal. Je suis sorti par la porte, laissant derrière moi les regards haineux et le sourire triomphant de Lorraine. Elle pensait avoir gagné. Elle venait juste de mettre le pied en enfer sans même le savoir. Dès que je suis sorti de la salle, j'ai entendu des pas précipités derrière moi. C'était Patricia. Elle s'est précipitée sur moi, me bloquant le chemin, le visage rouge de colère. Arrête. Où crois-tu aller? Tu causes tout ce scandale et tu pars comme si de rien n'était. Je me suis arrêté et les regardai avec une froideur sans précédent. Avant, chaque fois qu'elle élevait la voix, je baissais la tête et m'excusais pour garder la paix familiale. Mais aujourd'hui, cette patience était morte en même temps que mon mariage. Où je vais est mon affaire. Tu n'as plus aucun droit de me questionner. Patricia m'a foudroyé du regard et a pointé un doigt vers mon visage. Comment oses-tu parler à ta belle-mère comme ça? Petite gâtée? Tu crois que parce que tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux? Laisse-moi te dire quelque chose. Mon fils a raison de te quitter.
Une femme comme toi qui ne sait que gagner de l'argent? Qui néglige son mari et ne comprend pas l'obéissance qu'une épouse doit à son conjoint. Même les chiens ne te voudraient pas. Chloé est aussi accourue et s'est jointe à sa mère. C'est vrai. Regarde-toi. Vieille et laide, toujours avec cette tête aigre. Lorraine est jeune. Jolie et douce. C'est normal que mon frère tombe amoureux d'elle. Tu devrais te regarder dans le miroir et te critiquer au lieu de blâmer les autres. J'ai regardé les deux femmes devant moi avec un mépris absolu. Étaient-ce les personnes que j'avais soigneusement chéries pendant 10 ans? Je me suis souvenu des nuits blanches à l'hôpital général de Boston quand Patricia faisait des crises cardiaques. Je me suis souvenu des fois où Chloé m'appelait en pleurant au milieu de la nuit parce que des collecteurs de dettes la harcelaient et que je devais aller payer ses ardoises. Je les avais considérés comme ma famille. Mais il s'avérait qu'à leurs yeux je n'étais rien de plus qu'une vache à lait à traire et un distributeur automatique immobile. Assez. J'ai crié d'une voix si ferme que toutes les deux se sont brusquement tues. Vous m'appelez vieille, laide, matérialiste. Très bien. Voyons combien de jours vous pouvez vivre avec votre noblesse sans l'argent de cette vieille aigre. Laide et matérialiste. Patricia a renâclé avec dédain. Bah, n'essaie pas de nous faire peur. Sans ton argent, mon fils est toujours un docteur. Un prestigieux professeur d'Ivy League. Son salaire est plus que suffisant pour subvenir aux besoins de toute la famille. Tu crois que sans toi, nous allons mourir de faim? Docteur. Professeur. J'ai laissé échapper un rire amer. Savez-vous combien gagne votre fils en tant que professeur associé? 3500 dollars. 3500 dollars par mois. Patricia. Cette somme ne suffit même pas à acheter une bouteille de thé complément vitaminé importé. Ni à ta fille d'acheter une seule robe. Croyez-vous que les voyages en Europe, les vêtements de créateur, les repas de luxe que vous appréciez viennent de son salaire? Chloé s'est redressée et a rétorqué. Ne mens pas. Mon frère a des projets de recherche scientifique qui rapportent des millions. Il me l'a dit lui-même. N'essaie pas de nous tromper. Projet. J'ai secoué la tête, dégoûté par leur ignorance. Ces projets sont financés à 100% par Zenith Corporation. C'est moi qui ai mis l'argent. Pour lui acheter une réputation. Maintenant que je retire le financement, le projet sera immédiatement annulé. Vous verrez. Patricia a semblé vaciller un moment. Mais a encore essayé de maintenir sa fausse fierté. Tu n'oserais pas. Si tu fais ça, tu ruineras la vie de ton mari. Ne sois pas si cruel. Cruel? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Comparé à la façon dont vous m'avez traité aujourd'hui, ce que je vais faire est pratiquement miséricordieux. Vous avez choisi de prendre parti pour celle qui m'insulte et de piétiner mes efforts. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Je n'ai plus voulu perdre de mots avec elle. Je me suis retourné et suis allé droit vers mon SUV. Patricia a essayé de se précipiter sur moi pour m'attraper, mais j'ai claqué la portière. À travers le verre insonorisé, je l'ai vu crier et m'insulter, le visage déformé par la rage. Chloé, à côté d'elle, frappait du pied avec une expression de frustration. J'ai démarré la voiture et accéléré, les dépassant comme s'ils étaient des étrangers. Dans le rétroviseur, les images de mes belles familles sont devenues plus petites jusqu'à disparaître. Je n'ai pas pleuré. Mes larmes étaient trop précieuses pour être versées pour ceux qui ne les méritaient pas. La voiture a filé sur la Massachusetts Turnpike. J'ai ouvert la vitre pour laisser le vent de la nuit sécher la sueur froide sur mon front. Mon esprit était plus clair que jamais. La douleur était passée, laissant place à un calcul froid et précis. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro de mon assistante fidèle. Clara. C'est moi. Lise. Oui, Miss Sterling.
Je suis là. Comment s'est passée la surprise d'anniversaire? Monsieur Vance a-t-il été complètement choqué? A demandé Clara. J'ai ri amèrement. Très. Mais on en parlera plus tard. Pour l'instant. Écoute attentivement mes instructions et exécute-les immédiatement. Oui, dis-moi. J'écoute. La voix de Clara est devenue sérieuse en remarquant l'étrangeté de mon ton. Premièrement, contacte immédiatement la banque et demande le blocage de toutes les cartes de crédit supplémentaires au nom de Julien Vance, Patricia Vance et Chloé Vance. La raison est une demande du titulaire principal de la carte. Fais-le. Tout de suite. Bloque-les toutes. Mais Vance n'est-il pas à un dîner? Clara allait demander plus. Mais c'est arrêté. Ne pose pas de questions. Bloque-les immédiatement. Oui. Je le fais tout de suite. Deuxièmement, ai-je continué d'une voix ferme. Appelle la gestion immobilière de la propriété de Brookline et dis-leur de couper tous les services Internet et de télévision par câble. En même temps, contacte les compagnies de services publics et demande une suspension temporaire de l'électricité et de l'eau parce que les propriétaires seront absents pour longtemps. Couper le courant et l'eau. Mais Madame Patricia et Chloé sont encore dans la maison. Non. Ce n'est plus leur maison. Cette propriété est à mon nom. C'est un bien prénuptial. Ce que je veux en faire est mon droit. Tu n'as qu'à suivre mes ordres. Oui. Madame. Compris. Troisièmement, rédige immédiatement un communiqué de presse et une note interne pour retirer tout le financement du projet de recherche Le folklore dans la société américaine moderne dirigé par le Dr Julien Vance. La raison est la violation de la clause contractuelle concernant l'éthique du chercheur principal. Envoie cette note au bureau du doyen de l'université Commonwealth de Boston et mets Julien en copie. Demain matin. Miss Sterling, c'est très grave. Si nous retirons le financement soudainement, Monsieur Vance pourrait être sanctionné, voire licencié. C'est exactement ce que je veux, ai-je dit clairement. Il a utilisé mon argent pour entretenir sa maîtresse juste là à l'université. M'humiliant publiquement. Je vais lui reprendre tout ce que je lui ai donné. Il y a eu un silence de quelques secondes à l'autre bout de la ligne. Puis la voix de Clara a sonné pleine de détermination. Compris. Miss Sterling. Je vais l'exécuter immédiatement. Est-ce que vous allez bien? Je vais parfaitement bien. Merci. Clara. Oh. Encore une chose. Oui. Contacte l'hôpital général de Boston et annule le rendez-vous pour la greffe de rein de Madame Patricia Vance la semaine prochaine. Dis-leur que la famille n'a pas pu réunir les fonds. Demande le retrait de son dossier. Cette fois, Clara a vraiment été choquée. Miss Sterling. C'est une question de vie ou de mort. Madame Patricia attend ce rein chaque jour. J'ai serré le volant, les yeux fixés sur l'autoroute sombre devant moi. Je sais. Mais ils ont piétiné ma bonté. Ils ont dit que je n'utilisais que l'argent pour acheter de l'affection. Eh bien, alors je vais leur montrer que sans mon argent, ils ne peuvent même pas garder leur vie. Fais-le. Oui. Je le ferai. J'ai raccroché et jeté le téléphone sur le siège passager. Un sentiment de satisfaction mêlé d'amertume m'a envahi. Je n'aurais jamais pensé devenir si impitoyable. Mais ils m'avaient eux-mêmes forcé à devenir cette personne. Je me suis souvenu des paroles de Patricia.
Ma famille, bien que pauvre, a des principes et des valeurs. Principes et valeurs. Une belle-mère qui défend l'infidélité de son fils. Une belle-sœur qui insulte la femme de son frère. Et toute une famille qui s'unit pour intimider la femme qui les a soutenus. J'ai ri de ces principes. La voiture est entrée dans le complexe de luxe du district de Seaport. Je ne suis pas retourné au manoir de Brookline. Cet endroit était maintenant contaminé par le souffle des traîtres. J'avais un pantouse ici dans la Millennium Glass Tower que j'avais acheté en secret il y a 2 ans, destinant à l'utiliser comme refuge tranquille quand j'étais fatigué. Maintenant, ce serait ma forteresse, l'endroit où ma nouvelle vie commencerait. Je me suis garé dans le garage et ai pris l'ascenseur privé. En regardant les numéros sur le panneau monté jusqu'au 50e étage. J'ai su que la vraie bataille venait juste de commencer. Cette nuit serait très longue pour eux. Quand leur carte de crédit serait refusée. Quand le manoir s'éteindrait à cause de la coupure de courant. Quand leur dernier espoir de vie serait éteint, ils comprendraient le prix de la trahison. J'ai ouvert la porte de l'appartement et allumé toutes les lumières. L'espace luxueux, calme et immaculé m'a accueilli. Je me suis versé un verre de Cabernet Sauvignon. Suis sorti sur le balcon et ai contemplé la ville scintillante. Demain, la tempête éclaterait, et moi, Elizabeth Sterling, serais celle qui la dirigerait. Le premier rayon de soleil du nouveau jour a percé les lourds rideaux, illuminant le salon spacieux mais froid. J'étais resté éveillé toute la nuit. Le verre de vin dans ma main était vide depuis longtemps. Mais son goût amer persistait encore sur ma langue, se mélangeant à la boule dans ma gorge. Je me suis levé, suis allé dans mon bureau à domicile et ai allumé l'ordinateur. Les emails de Clara avec les rapports étaient arrivés à 3 heures du matin. Tous mes ordres avaient été exécutés. Les comptes secondaires bloqués. La note de retrait de financement rédigée et attendant ma signature électronique. Les notifications de coupure de services publics envoyées, et surtout, l'email de l'hôpital général du Massachusetts confirmant l'annulation de l'opération. J'ai fixé intensément les mots « confirmation d'annulation » sur l'écran. Les souvenirs de mois de recherche désespérés sont revenus comme un film au ralenti. Il y a 2 ans. Quand Patricia avait été diagnostiquée d'une insuffisance rénale en phase terminale. Toute la famille s'était effondrée. Julien ne savait que pleurer et se plaindre. Chloé était terrifiée que si sa mère mourait, plus personne ne lui donnerait d'argent. J'étais la seule à prendre les choses en main. J'avais voyagé à Singapour, en Californie. J'avais contacté les meilleurs spécialistes pour trouver un donneur compatible. L'argent que j'avais dépensé était incalculable, mais je ne l'avais jamais compté. À l'époque, je la considérais comme ma propre mère. Je me suis souvenu du jour où j'avais trouvé un donneur compatible. J'avais versé des larmes de joie. J'avais couru à la maison pour annoncer la nouvelle. Patricia m'avait embrassé, m'appelant sa sauveuse, la meilleure belle-fille du monde. Julien m'avait tenu la main, jurant qu'il serait éternellement reconnaissant. Il s'avérait que ce n'était que des paroles en l'air emportées par le vent. J'ai cliqué sur le bouton pour approuver le document. Un clic doux, mais portant le poids d'une condamnation à mort indirecte. Je ne la tuais pas. Je reprenais simplement la vie que j'avais moi-même offerte. Si elle et sa famille méprisaient mon argent et mon effort, qu'ils utilisent leur noble affection et leur valeur familiale pour se sauver eux-mêmes. J'ai pris le téléphone et appelé mon équipe de sécurité privée engagée auprès d'une prestigieuse firme de Boston. Shawn. C'est Liz. Bonjour. Miss Sterling. Comment pouvons-nous vous aider? Je veux que vous envoyiez vos hommes à la propriété de Brookline tout de suite. Votre mission est de changer toutes les serrures et de réinstaller le système de sécurité par empreinte digitale. Seuls mes enfants et moi auront accès. N'autorisez absolument personne d'autre à entrer. Ni mon mari, ni ma belle-mère. Compris. Compris. Madame. Et que faisons-nous de leurs affaires? Emballez tous leurs effets personnels dans des cartons et laissez-les dehors près de la grille.
Quant aux objets de valeur comme les tableaux, les antiquités et les véhicules, s'ils n'ont pas de documents prouvant qu'ils leur appartiennent, laissez-les tous à l'intérieur de la maison. Nous nous y mettons immédiatement. Et la Mercedes avec les plaques de l'université. Cette voiture est immatriculée au nom de Zénith Corporation. Faites-la conduire par quelqu'un au parking de l'entreprise et sécurisez-la. Si quelqu'un objecte, appelez le département de police de Boston et laissez résoudre selon la loi. Compris. Ne vous inquiétez pas. J'ai raccroché, sentant une vague d'énergie dévaler ma colonne vertébrale. Je n'étais plus l'épouse soumise. J'étais le maître du jeu. J'ai enfilé un tailleur d'affaires et appliqué soigneusement du maquillage pour cacher les cernes sous mes yeux. Aujourd'hui, j'avais une autre réunion importante. Une réunion avec les personnes les plus importantes de ma vie, mes 2 jeunes enfants. J'ai conduit jusqu'à l'école privée d'élite où mes enfants, Paul, 10 ans, et Sophie, 8 ans, étudiaient. Ils étaient mon trésor le plus précieux. La seule raison pour laquelle j'avais hésité si longtemps à divorcer. Je craignais qu'ils manquent d'un père, qu'ils souffrent. Mais après la nuit dernière, j'ai réalisé que les laisser vivre dans un environnement de mensonges avec un père hypocrite et une grand-mère cruelle était la plus grande cruauté de toutes. J'ai demandé à l'école la permission de les récupérer plus tôt. En me voyant, les 2 ont couru m'embrasser. « Maman, tu viens nous chercher si tôt aujourd'hui. »« Où est papa ?» a demandé Paul. Ses yeux intelligents me scrutant. « Papa est en voyage d'affaires, chérie. Aujourd'hui. Maman et vous 2 allons prendre une glace. Et puis maman a quelque chose à vous dire. » Je les ai emmenés à leur glacier préféré près du Boston Public Garden. En voyant les enfants manger leur glace avec une telle innocence, mon cœur s'est serré. Comment allais-je leur dire que leur père était un traître, que leur grand-mère était ingrate? Non, je ne voulais pas semer la haine dans leurs esprits d'enfants. Je leur donnerais le choix. Paul, Sophie, ai-je commencé doucement. Si un jour papa et maman ne vivent plus ensemble, avec qui aimeriez-vous vivre? Les enfants ont arrêté de manger et m'ont regardé. Sophie, ma fille sensible, avait les larmes aux yeux. Maman, papa et toi. Vous vous êtes disputés? Je ne veux pas que vous vous sépariez. Les parents de mon amie Laurence sont séparés et elle est vraiment triste. Je l'ai embrassée et caressé ses cheveux. Je suis désolé. Sophie. Il y a des choses que les grands ne peuvent pas réparer. Papa et maman ne s'entendent plus. Mais quoi qu'il arrive, nous vous aimerons toujours très fort. Paul, l'aîné, s'est montré plus mature pour son âge. Il a posé sa cuillère à glace et m'a regardé droit dans les yeux. Je sais que papa a quelqu'un d'autre. Je suis resté figé. Quoi? Comment le sais-tu? Je le vois sourire tout seul pendant qu'il envoie des textos. Une fois. J'ai demandé son téléphone pour jouer à un jeu et j'ai vu un message d'une fille l'appelant mon amour. Papa l'avait enregistré comme Lorraine étudiante. Je suis resté sans voix. Il s'avérait que les enfants d'aujourd'hui sont bien plus sensibles et observateurs que les adultes. Ne le pense. Mon fils savait depuis un moment mais s'était tu. Et qu'est-ce que tu en penses? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Je déteste papa, a dit Paul fermement. Il ne joue jamais avec nous. Il est toujours occupé. Quand il rentre à la maison, il nous crie dessus. Seul toi nous emmène à l'école, joue avec nous. Nous aide pour les devoirs. Papa ment toujours. Il dit qu'il va à une réunion. Mais je l'ai vu entrer dans un café avec cette fille. Sophie a enchaîné. Moi aussi. Je veux vivre avec maman. Grand-mère me gronde toujours et me dit que je suis inutile. Juste comme ma mère. Et tante Chloé me dérange toujours et prend mes jouets. J'ai vraiment peur d'elle.
En entendant les paroles de mes enfants, j'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. J'avais essayé de les protéger. Mais la toxicité de la famille de mon mari s'était infiltrée dans leurs âmes depuis longtemps. Patricia, Chloé et Julien n'avaient pas seulement me blessé, mais aussi leur propre sang. D'accord. J'ai essuyé mes larmes et souri avec détermination. Je vous promets, à partir de maintenant. Maman vous protégera. Personne ne vous fera plus jamais de mal. Nous déménagerons dans une nouvelle maison, juste nous trois, et nous serons très heureux. Marché conclu? Oui, ont-ils dit à l'unisson, se jetant dans mes bras. Mon plus grand souci s'était dissipé. Mes enfants m'avaient choisi. Ils étaient ma motivation, ma force pour combattre jusqu'au bout. J'ai déposé les enfants chez mes parents à Weston pour quelques jours afin d'avoir les mains libres. Pour nettoyer le désastre à la villa de Brookline. Mes parents, en entendant l'histoire, étaient furieux, mais soutenaient pleinement ma décision. Mon père m'a dit. Tu fais ce qu'il faut. Ma chérie. Nous avions tort de te forcer à être patiente. Maintenant tu dois vivre pour toi et tes enfants. Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. Avec le soutien de ma famille et mes enfants comme motivation. Je me suis sentie plus forte que jamais. J'ai conduit jusqu'à Montpentouse. Prête pour la grande représentation sur le point de se dérouler à la propriété de Brookline. 17 h. Selon le rapport de l'équipe de sécurité, Patricia était revenue de jouer au bridge à 16h30. Son habitude était de prendre un Uber Black jusqu'à la grille et d'appuyer sans cesse sur le bouton. Pour que la femme de ménage sorte, ouvre et paie. Mais aujourd'hui, le scénario avait changé. Patricia est sortie de la voiture et a commencé à sonner sans arrêt. 1 minute, 2, 5. La lourde grille en fer est restée fermée. Personne n'est sorti. Elle a commencé à crier et à insulter le personnel. Où êtes-vous? Idiots inutiles? Vous êtes tous morts ou quoi? Pourquoi n'ouvrez-vous pas la porte à la dame de la maison? Seul le silence lui a répondu. Le chauffeur Uber a commencé à perdre patience et à exiger le paiement. Patricia a fouillé dans son sac de créateur et a sorti la carte de crédit supplémentaire que je lui avais donnée pour les dépenses, l'attendant au chauffeur. Tenez. Chargez sur celle-ci et dépêchez-vous. Je dois entrer et remettre cette ordure à sa place. Le chauffeur a passé la carte sur son terminal. L'appareil a émis un long bip et a affiché un message. Transaction refusée. La carte est refusée, madame. Donnez-moi une autre ou payez en espèces. Que voulez-vous dire par refuser? Ma belle-fille vient de mettre des milliers de dollars sur cette carte. Essayez encore. A grogné Patricia. Le chauffeur a essayé encore. Même résultat. Il a commencé à s'énerver. Écoutez, ne me faites pas perdre mon temps. Si vous n'avez pas d'argent, faites sortir quelqu'un de votre maison pour payer. Arrêtez de me faire perdre mon temps. Patricia a paniqué, a appelé Chloé, mais son téléphone est allé directement sur la messagerie. Elle a appelé Julien, mais il n'a pas non plus répondu. Finalement, elle a dû retirer sa bague en or et la donner au chauffeur en garantie. Prenez ça pour l'instant. Je vous la rachèterai demain. Quel pathétique. Faire tout un plat pour quelques dollars, a marmonné le chauffeur. A pris la bague et est parti, laissant Patricia coincée devant les grilles fermées de la propriété. Elle a essayé de poser son doigt sur le scanner biométrique. Bip bip bip. La lumière rouge a clignoté. Données non trouvées. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Patricia a cogné sur la grille en fer. À ce moment-là, Shaun, le chef de l'équipe de sécurité, est sorti du poste de garde précédemment occupé par le vieux concierge que j'avais renvoyé. Qui cherchez-vous? Madame? Que voulez-vous dire par qui je cherche?
Je suis la propriétaire de cette maison. Ouvrez-la. Grille tout de suite. Et qui êtes-vous pour être ici? Je suis désolé. Madame. La propriétaire est Miss Elizabeth Sterling. Miss Sterling a donné l'ordre de ne laisser entrer aucun étranger. Je dois vous demander de partir. Je suis sa belle-mère. Vous êtes fou? Appelez Liz tout de suite. Miss Sterling n'est pas à la maison. Et selon la liste d'accès autorisée qu'elle a fournie, votre nom n'y figure pas. Nous avons emballé vos affaires et les avons laissées dans ce coin. Veuillez les prendre. Patricia a regardé dans la direction qu'il indiquait, voyant plusieurs cartons empilés dans un coin du trottoir. Elle s'est enragée et s'est précipitée sur le garde, mais Shaun s'est écarté d'un léger geste, la faisant presque trébucher. S'il vous plaît. Ne faites pas de scène. Nous ne faisons que suivre les ordres. Si vous continuez à causer des troubles, nous appellerons la police de Boston. Patricia, humiliée, s'est assise par terre et a commencé à pleurer et à crier. Mais dans ce quartier ultra riche avec ses hauts murs et ses vastes pelouses, personne ne se souciait de la scène qu'une vieille femme faisait. À 19h, Chloé est revenue d'une journée de beuverie. Elle était ivre et une amie l'a déposée à la grille. En voyant sa mère assise abattue à côté d'un tas de cartons, Chloé a marmonné. « Maman? Qu'est-ce que tu fais assise là? Pourquoi tu n'entres pas? Les moustiques me mangent. » Entrez? Ta chère belle-sœur nous a jetés à la rue. Elle a changé les serrures, annulé les cartes et mis ses malfrats à la porte. Chloé a dégrisé instantanément, a couru à la grille et a commencé à cogner fort. Liz, sors tout de suite. De quel droit nous jettes-tu dehors? Cette maison appartient à mon frère. Shaun est ressorti et lui a donné la même explication froide. Chloé, furieuse, a sorti son téléphone pour appeler ses amis afin de venir battre les gardes. Mais en le déverrouillant, elle a vu un texto de la banque. Votre carte de crédit a été bloquée à la demande du titulaire principal. Juste en dessous, un texto du propriétaire du bar où elle venait d'être. Et bébé, ta carte a été refusée. Nous avons gardé ton sac Chanel en garantie. Apporte-nous le cash demain pour le récupérer. Chloé a crié de désespoir. Elle était habituée à une vie de luxe, dépensant sans limite. Maintenant sans un sou en poche, seule dans la rue au milieu de la nuit. Elle a commencé à comprendre le sens de l'impuissance. Mais le plus grand coup était encore à venir. Le téléphone de Patricia a sonné. C'était l'hôpital général de Boston. Elle a répondu rapidement, s'attendant à de bonnes nouvelles concernant l'opération. Allô? Docteur. Vous avez le rein. N'est-ce pas? Bonsoir, Madame Vance. Nous vous appelons pour vous informer de l'annulation de votre opération de greffe de rein prévue pour la semaine prochaine. Quoi? Annuler? Que voulez-vous dire par annuler? La voix de Patricia tremblait. Le garant financier de l'opération, Miss Elizabeth Sterling, a soumis une demande de retrait du dossier et de suspension du paiement de tous les coûts. Par conséquent, nous sommes obligés d'annuler l'opération. Veuillez venir à l'hôpital pour procéder à votre sortie. Le téléphone a glissé des mains de Patricia. Elle s'est effondrée par terre, le visage pâle comme un cadavre. Son seul espoir de vie venait d'être arraché par moi. Elle s'est agrippée à sa poitrine, haletant. Une crise cardiaque semblait imminente. Maman. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Chloé a couru l'aider. Elle m'a tué. Liz a annulé les paiements de l'hôpital. Je n'aurai pas la greffe. En entendant cela,
les jambes de Chloé ont aussi flanché. Mère et fille se sont tenues l'une l'autre, pleurant inconsolablement dans la nuit froide de la banlieue riche. J'étais dans mon pantouse, savourant un dîner de filet mignon et de vin quand mon téléphone a sonné. C'était le numéro de Chloé. J'ai répondu et l'ai mis en haut-parleur pendant que je découpais calmement un morceau de viande. Dis-moi. Chère belle-sœur. Le cri de Chloé à travers le téléphone était si perçant que j'ai dû grimacer. Comment oses-tu annuler l'opération de ma mère? Tu veux qu'elle meure? Ouvre la grille tous deux. Suite ou je te tue. J'ai pris une gorgée de vin calmement. Chloé, chérie. Surveille ton langage. Je n'ai tué personne. J'ai juste arrêté de distribuer de l'argent. La vie de ta mère est ta responsabilité et celle de ton frère. N'est-ce pas? Pourquoi me blâmes-tu si je ne suis qu'une étrangère? Ne sois pas si cruel. Tu sais parfaitement que nous n'avons pas d'argent. Oh, vraiment? J'ai faim la surprise. Je pensais que votre famille avait des principes et des valeurs. Que ton frère était un docteur. Un génie. Comment se fait-il qu'il n'ait pas d'argent pour soigner sa propre mère? De quoi? Avez-vous vécu toutes ces années? De l'air ou de l'argent de cette vieille matérialiste? Ne sois pas si maline. Chloé, à court d'arguments, a recouru aux menaces. Si tu n'ouvres pas la porte et ne paies pas les factures de l'hôpital tout de suite. J'appelle Julien pour qu'il vienne régler ça. Il ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Super. J'ai ri de bon cœur. J'attendais justement l'appel de Julien. Appelle-le tout de suite. Dis-lui d'amener son véritable amour pour sauver sa mère. Voyons si l'amour peut être transplanté chirurgicalement comme un rein. J'ai raccroché et bloqué le numéro de Chloé. 5 minutes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. C'était le numéro de Julien. Je le savais. Chloé avait dû l'appeler en pleurant pour tout lui raconter. Allô? Mon amour. Tu as appelé pour quelque chose? Ai-je répondu d'une voix douce et sarcastique. Lise, qu'est-ce que tu es en train de faire? A crié Julien, sa voix se brisant de rage. Tu oses jeter ma mère et ma sœur à la rue? Tu oses couper les frais médicaux de ma mère? As-tu un cœur? Calme-toi, Julien, ai-je répondu tranquillement. Ne disais-tu pas qu'à mes côtés tu te sentais étouffé comme dans une prison? Je vous libère? Toi et ta famille. Je vous rends votre liberté pour que vous soyez indépendants et preniez soin les uns des autres avec votre noble amour. Tu devrais me remercier. N'essaie pas de te justifier. Ce que tu fais est illégal. Cette maison est un bien conjugal. Tu n'as aucun droit de jeter ma famille dehors. Bien conjugal, Julien, pour quelqu'un de si intelligent et bien lu. Tu en sais très peu sur la loi. Cette propriété m'a été transmise par mes grands-parents avant même que nous nous rencontrions. Elle est uniquement à mon nom. As-tu oublié le contrat prénuptial que tu as signé? Les biens acquis avant le mariage sont des biens séparés, qui je laisse vivre dans ma maison et ma décision. Julien est resté sans voix. Il avait sûrement oublié ou volontairement ignoré le contrat prénuptial que mes parents l'avaient forcé à signer pour protéger mon fonds fiduciaire et mes biens. Très bien. Si tu es si ingrat, ne me blâme pas d'être impitoyable. Attends juste. Je viens tout de suite. Viens. Viens. Je t'attendrai. Et n'oublie pas d'amener ta petite maîtresse pour qu'elle voie comment son vrai amour se débrouille quand il n'a plus les dents de sa femme à téter. Une demi-heure plus tard. Un Uber avec Julien et Lorraine s'est arrêté brusquement devant la grille de la propriété. Julien est sorti en trompe de la voiture avec Lorraine le suivant timidement, l'air inquiet. Je regardais tout cela à travers le système de caméras de sécurité connecté à mon iPad. Le tableau de sa famille était pathétique.
Patricia gémissait par terre sur un carton aplati. Chloé était assise sur le trottoir, le visage en désordre. Julien, débraillé dans une chemise froissée, s'est précipité sur la grille et a commencé à la secouer. Lise, ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais à te cacher là-dedans? Sors et parle-moi comme une personne civilisée. J'ai activé le micro connecté au haut-parleur extérieur près de la grille. Ma voix a résonné claire et autoritaire. Je ne suis pas là-dedans. Alors ne te donne pas la peine de frapper. Je suis quelque part loin où il n'y a pas la puanteur nauséabonde de la trahison. Tu veux parler? Parfait. On se verra demain au tribunal. Ce soir? Profite de l'air frais. Toi, ta famille, et ta... Julien? Sans voix. A pointé la caméra. Au fait? Ai-je continué? Julien? Je suppose que tu as déjà reçu l'email de l'université. N'est-ce pas? Ton projet a perdu son financement. Tu ferais mieux de commencer à penser à une explication pour le doyen. Et toi? Lorraine. Ta bourse a aussi été révoquée. Le paiement des frais de scolarité pour ce semestre est à ta charge. En entendant cela, Lorraine s'est effondrée, pleurant inconsolablement. Julien? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je n'ai pas d'argent pour payer les frais de scolarité. Ma mère attend que je lui envoie de l'argent. Julien s'est tourné pour embrasser Lorraine, mais dans ses yeux, il n'y avait plus la confiance et l'envie protectrice de cet après-midi. Seulement un désespoir profond. Il a regardé sa mère mourante, sa sœur paniquée, sa maîtresse en larmes. Et les grilles froides et imposantes fermées. Pour la première fois de sa vie, le docteur Julien Vance a expérimenté l'impuissance absolue d'un homme qui n'a rien. Et ce n'était que le début de l'effondrement de son idole d'argile. Le lendemain matin, je suis retourné en voiture à la propriété de Brookline. Je ne suis pas sorti tout de suite. Au lieu de cela, je suis resté dans la voiture, observant un moment. La scène devant ma grille ressemblait à un champ de bataille après une tempête. Patricia était recroquevillée sur un morceau de carton, couverte par le blazer de Julien. Chloé était assise affaissée contre le mur de pierre, l'air hagard. Son maquillage de la veille était étalé partout, la faisant ressembler à un clown. Julien et Lorraine étaient assis ensemble sur le bord du trottoir, l'air épuisé et vaincu. Ils avaient passé toute la nuit exposés aux éléments, supportant la rosée froide de Nouvelle-Angleterre. Ils étaient probablement restés là en espérant que je m'adoucirais et ouvrirais la porte. Mais ils avaient tort. Ma compassion avait été tuée de leurs propres mains depuis longtemps. J'ai klaxonné longuement, un son perçant. Le bruit les a tous fait sursauter. Patricia s'est mise péniblement debout, se frottant les yeux. Julien et Lorraine ont sauté, fixant le SUV de luxe qui s'approchait. J'ai baissé la vitre, retiré mes lunettes de soleil et les ai regardés avec un froid glacial. Bonjour à tous. Comment s'est passée votre nuit sous les étoiles? Très romantique. Juste comme un film. Julien s'est précipité sur la voiture, cognant sur le verre. Lise. Sors tout de suite. Combien de temps vas-tu nous torturer? Ma mère est en train de mourir. J'ai ouvert la portière et suis sorti calmement. L'équipe de sécurité m'a immédiatement entouré, empêchant Julien et les autres de s'approcher. Je me suis tenu au milieu de l'allée, séparé d'eux par la robuste grille en fer. Comme une reine observant ses prisonniers. Vous torturez? J'ai renâclé avec dédain. Je ne vous ai pas attaché pieds et poings liés. Vous avez des jambes. Vous pouvez aller trouver un motel ou un hôtel pour rester. Pourquoi insistez-vous à coller à ma grille comme des mouches? Oh. Je me souviens. Vous n'avez pas d'argent.
Carte de crédit bloquée. Pas de cash. Quelle tragédie. Pour la fausse haute société. Lorraine. Sa voix enrouée par la nuit froide. A gémi. Miss Sterling, s'il vous plaît. Si vous êtes en colère, prenez-la sur moi. Mais ne faites pas souffrir Madame Vance et le professeur Julian. Elle est très faible. Laissez-la entrer se reposer. Je me suis tourné vers Lorraine, qui essayait encore de jouer la sainte martyre. Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Tu me dis de ne pas les faire souffrir. C'est toi qui as détruit cette famille et les as jetés à la rue. Tu as utilisé mon argent pour acheter des sacs de créateurs, des robes, aller au spa et te rendre jolie pour séduire mon mari. Et maintenant tu viens avec des remords. J'ai sorti un épais dossier de mon sac et l'ai jeté à travers les barreaux de fer, atterrissant à leurs pieds. Regardez ça. Ce sont les relevés de vos dépenses des 6 derniers mois sur la carte supplémentaire que Julian a secrètement ouverte pour toi. 3 000 $ pour un sac Gucci. 10 000 $ pour un week-end dans un resort de luxe. 500 $ par semaine dans des restaurants haut de gamme. Un total de presque 30 000 $. Avec cet argent, vous auriez pu louer un appartement de luxe pour toute la famille pendant 1 an. En entendant le chiffre de 30 000 $, les yeux de Patricia et Chloé se sont allumés. Elles se sont précipitées pour attraper le dossier. Patricia, tremblante, a feuilleté les relevés. Son visage a changé de couleur. Toi tu as osé utiliser l'argent de mon fils pour acheter des sacs de créateurs. Patricia s'est tournée pour foudroyer Lorraine de pure fureur. Quand je lui demandais de l'argent pour les médicaments, il trouvait toujours des excuses et il te donne tout cet argent. Chloé a aussi crié. Salope. Je demandais à Julian 100 $ pour une robe et il me grondait d'être une dépensière. Et toi tu oses claquer son argent comme si de rien n'était. Lorraine. Terrifiée. A reculé. Bégayant. Non, ce n'est pas comme ça. Madame. Le professeur Julian les a achetés pour moi. Je ne lui ai pas demandé. Julian, pris au milieu, ne savait plus qui défendre. Il voulait protéger sa maîtresse, mais craignait la colère de sa mère et de sa sœur. Maman? Chloé? Calmez-vous. Il y a une explication à tout. Explication? Quelle explication, ai-je interrompu. Continuez à vous entredéchirer. Je ne suis venu que pour donner quelques nouvelles à Julian. Ce matin, mon avocat déposera les papiers de divorce au tribunal. Puisque tu as commis l'adultère et détourné des biens conjugaux pour ta maîtresse, je demanderai le partage des biens selon la loi. Et la mauvaise nouvelle pour toi, c'est qu'avec ces preuves, tu partiras les mains vides. Julian m'a regardé pâle et horrifié. Tu n'oserais pas. Pourquoi n'oserais-je pas? Qui crois-tu que je suis? Je suis Elizabeth Sterling. Si j'ai pu t'élever, je peux aussi te faire sombrer dans la boue. Profite de tes derniers moments en tant que professeur d'université parce que très bientôt tu vas être extrêmement célèbre. Sur ce, je me suis retourné et suis entré dans la propriété, ordonnant aux gardes de sécuriser la grille, ignorant les cris et les insultes de la famille que je laissais derrière moi. Je suis entré dans mon manoir bien-aimé, qui dorénavant serait entièrement libre de traîtres. Ce même après-midi, Monsieur Hay, mon représentant légal, a rencontré Julian dans un café près de l'université pour discuter des termes du divorce. Je n'y suis pas allé. Je n'ai plus jamais voulu revoir son visage. J'ai donné à Monsieur Hay pleine procuration pour s'en occuper. Julian est arrivé à la réunion l'air complètement vaincu, ses vêtements froissés, arborant une barbe de plusieurs jours. Il était accompagné de Lorraine.
Elle s'accrochait à lui comme une bernacle. Maintenant qu'elle n'avait plus personne d'autre, il était sa seule bouée de sauvetage. M. Et a placé un épais dossier sur la table. Bon après-midi, Dr Vance. Je suis l'avocat de ma cliente. Miss Elizabeth Sterling. Voici la pétition de divorce et la proposition de partage des biens rédigée par ma cliente. Veuillez l'examiner. Julien a pris le papier d'une main tremblante. Que veut-elle? Ma cliente demande un divorce pour faute. Concernant les enfants, Miss Sterling obtiendra la garde exclusive des deux. Vous n'aurez pas à payer de pension alimentaire. Quant aux biens, la propriété de Brookline et les 2 appartements de luxe dans le district de Seaport sont les biens séparés de Miss Sterling acquis avant le mariage ou donnés par ses parents avec une documentation appropriée. La Mercedes que vous conduisez est aussi propriété de Zenith Corporation. Par conséquent, vous n'avez droit à aucune part de ces biens. Julien a cogné le poing sur la table. C'est absurde. Pendant 10 ans, j'ai aussi contribué à cette famille. J'ai travaillé. Je lui ai donné mon salaire. Pourquoi devrais-je partir les mains vides? Je veux la moitié. Cette propriété vaut des millions. J'ai droit à la moitié. Lorraine l'a soutenu de son côté. C'est vrai. Le professeur Julien a travaillé très dur pendant de nombreuses années. Même s'il n'a pas contribué autant financièrement. Il a mis de l'effort. Miss Sterling ne peut pas être aussi cruelle. M. Et a souri, ajustant ses lunettes calmement. Docteur Vance? Vous dites avoir contribué. Permettez-moi de vous montrer ceci. M. Et a sorti une feuille de calcul financière détaillée. Au cours des 10 dernières années, votre revenu total en tant que professeur associé a été d'environ 350 000 $. Cependant, vos dépenses personnelles, les dépenses de votre mère et de votre sœur, plus l'argent que Miss Sterling a investi dans vos projets de recherche s'élève à plus d'1 600 000 $. En d'autres termes, vous devez à ma cliente 1 250 000 $. Miss Sterling a été très généreuse en ne demandant pas le remboursement de cette dette. Elle demande seulement que vous signez les papiers de divorce et partiez. Julien a regardé les chiffres qui parlaient d'eux-mêmes et a commencé à suer. Il n'avait jamais imaginé que j'aurais tout enregistré avec autant de précision méticuleuse. Mais elle m'a donné cet argent volontairement. Il a essayé d'argumenter. En effet, volontairement. Mais si vous souhaitez porter le partage des biens au tribunal, nous rendrons toutes les preuves de votre adultère public. M. Et a sorti une pile de photos. Voici des photos de vous avec Miss Miller dans des hôtels, des itinéraires de vol, des reçus d'hôtel. Si cela atteint le bureau du doyen de l'université et est publié sur les réseaux sociaux, je crains que votre carrière d'enseignant se termine immédiatement. Vous perdrez votre honneur, votre emploi et votre statut de père. Julien est tombé silencieux. Il savait à quel point le code éthique du secteur académique était strict. S'il était licencié, il resterait sans rien. Son doctorat ne serait plus qu'une plaisanterie pour le monde entier. Vous me faites chanter, a marmonné Julien entre ses dents. Nous ne vous faisons pas chanter. Nous vous offrons la meilleure option, a dit monsieur effroidement. Signez le divorce par consentement mutuel et conserver un minimum de dignité sans avoir à supporter une dette d'1 million de dollars ou aller au procès. Tout perdre et finir noyé dans les dettes pour le reste de votre vie. C'est votre choix. Lorraine, en entendant parler de licenciement et de dettes massives, est devenue pâle. Elle a tiré sur la manche de Julien et a chuchoté.
Julien, chéri, signe. Si tu perds ton emploi, de quoi allons-nous vivre? Tu es un génie. Tu es brillant. Tu trouveras un autre moyen de gagner de l'argent. Nous recommencerons à zéro. Nous n'avons pas besoin de l'argent de cette vieille. Signe. Pour sauver ta réputation. Comme ça, nous aurons une chance de nous relever. Les paroles de Lorraine ont été un stimulus pour l'ego blessé de Julien. Il croyait être un phénix qui n'était tombé que dans une disgrâce temporaire. Il avait confiance qu'avec son intellect supérieur, il reconstruirait bientôt sa carrière et me ferait tout regretter. Il a pris le stylo, mais a hésité. Des images de la propriété luxueuse, des fêtes élégantes et de la voiture étincelante ont clignoté dans son esprit. Signer signifiait renoncer à tout cela, retourner louer, conduire une voiture pourrie. Que attendez-vous, a pressé Monsieur Hay. Mon temps est limité. Miss Sterling m'a dit que si vous n'avez pas signé d'ici 17 heures, nous déposerons la pétition unilatérale et enverrons le dossier à l'université immédiatement. À ce moment-là, le téléphone de Julien a sonné. C'était Patricia. Julien fils? Tu viens? J'ai tellement faim. Je suis épuisé. Nous devons trouver un endroit pour dormir. Je n'en peux plus. As-tu obtenu l'argent de Lise? Julien a regardé Lorraine puis les papiers de divorce. Il savait qu'il n'avait pas d'issue. S'il ne signait pas, non seulement il perdrait son emploi, mais sa mère n'aurait même pas de toit parce qu'il n'aurait pas d'argent pour louer quoi que ce soit. S'il était licencié. Maman? Attends un peu. Je m'en occupe. Julien a raccroché et a pris une profonde inspiration pour retrouver sa fausse composition. Très bien. Je signerai. Je n'ai pas besoin de l'argent sale de cette femme. Je lui montrerai que Julien Vance n'est pas un homme entretenu. J'ai mon intellect. Ma valeur. Je deviendrai riche par mon propre effort. Lorraine a applaudi. C'est ça. Bébé. Tu es incroyable. Je sais que tu réussiras. L'argent est éphémère. L'intégrité est éternelle. En entendant ces paroles creuses, Julien s'est senti revitalisé. Il a apposé sa signature sur l'accord de divorce. Une signature tremblante mais résolue qui a mis fin à 10 ans de mariage. Voilà. Prenez-le et partez et dites à Lise que je lui offre sa liberté. M. Et a vérifié la signature. A souri de satisfaction et a emballé les documents. Merci pour votre coopération. Docteur Vance. Permettez-moi d'ajouter quelque chose à titre personnel. Miss Sterling envoie ses salutations à Miss Miller. Lorraine a eu l'air perplexe. Ses salutations à moi. Oui. Miss Sterling dit que grâce à l'apparition de Miss Miller, qui l'a éclairée sur le sens du véritable amour, elle a trouvé la force de se débarrasser d'un fardeau qu'elle traînait depuis 10 ans. Elle vous souhaite à tous les deux un grand bonheur ensemble dans votre humble cottage avec vos deux cœurs d'or. Au revoir. Monsieur s'est levé et est parti, laissant Julien et Lorraine plantés là. Ses paroles ironiques étaient comme une gifle. Julien a commencé à réaliser que la liberté qu'il venait de signer pourrait ne pas être aussi douce qu'il l'imaginait. Avec la copie de l'accord de divorce en main, Julien est sorti du café se sentant vide. Il commençait à bruiner. Sans voiture pour le récupérer, lui et Lorraine ont dû s'abriter sous un auvent, attendant un Uber. Julien? Où allons-nous maintenant? A demandé Lorraine doucement. D'abord récupérer ma mère et Chloé. Ensuite trouver une chambre à louer. Une chambre à louer? Lorraine a froncé le nez. Pourquoi ne louons-nous pas un appartement pour l'instant?
Je ne suis pas habitué à vivre dans des endroits aussi exigus. Julien s'est tourné vers sa maîtresse. Et pour la première fois, ses exigences lui ont semblé une nuisance. Avec quel argent allons-nous louer un appartement en ce moment? Je n'ai que 100 $ en liquide. Tu crois qu'il ne demande pas de dépôt de garantie pour louer un endroit? Lorraine est tombée silencieuse, n'osant plus rien dire. Julien a appelé un Uber et ils sont retournés chercher sa mère et sa sœur. Tous les 4 avec leurs bagages se sont entassés dans la petite berline. Le mélange de sueur, du parfum bon marché de Chloé et des vêtements humides puant la rosée a créé une atmosphère étouffante. Ils ont trouvé une chambre de 20 mètres carrés dans un triplex délabré à Dorchester. C'était un endroit humide aux murs écaillés et une salle de bain qui puait. Dès qu'elle est entrée, Patricia s'est couvert le nez. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette porcherie? Fils? Comment as-tu pu m'amener dans cet endroit? Je ne peux même pas respirer. Chloé a aussi frappé du pied. Je ne reste pas ici. C'est dégoûtant. Julien? Fais quelque chose. Tu as un doctorat et tu laisses ta famille vivre dans ce trou. Julien a jeté les valises par terre et a crié désespérément. Taisez-vous. Tous les deux. Juste avoir un toit au-dessus de la tête est déjà de la chance. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas de maison. Que voulez-vous de plus? Si vous voulez le luxe, retournez mendier auprès de Lise. En entendant mon nom, les 3 femmes sont tombées silencieuses. Elles savaient que cette porte était fermée pour toujours. Cette nuit-là, dans la chambre exiguë, les 4 ont dormi entassés sur un vieux matelas jeté par terre. Patricia se plaignait de maux de dos. Chloé pleurait sur son lit confortable, et Lorraine s'est tournée face au mur, sanglotant. Julien, les yeux grands ouverts, fixait le plafond taché d'eau. Il a touché la copie de l'accord de divorce dans la poche de sa chemise. Sa signature était encore là, l'encre noire comme une cicatrice. Il l'avait signée avec l'orgueil d'un homme blessé dans son ego, croyant qu'il se relèverait plus fort. Mais maintenant, face à la dure réalité de la survie au jour le jour, cet orgueil ne pouvait pas le nourrir. Son estomac grognait de faim. Il n'avait pas mangé de toute la journée. Il se souvenait des riches repas préparés par le chef privé de la propriété, des vins millésimés, du lit moelleux avec des draps qui sentaient le linge frais. Tout avait disparu comme une bulle de savon. Et ce qui était pire, il a commencé à réaliser que demain, quand le soleil se lèverait, le vrai combat pour la survie commencerait. Comment allait-il faire face à ses collègues à l'université quand la nouvelle se répandrait? Où allait-il trouver l'argent pour nourrir 3 bouches supplémentaires quand le salaire de ce mois était déjà en grande partie drainé par des avances en espèces? Ma vengeance n'était pas de les frapper ou de les insulter. Ma vengeance était de les laisser goûter à la pauvreté qu'ils avaient si profondément méprisée. De les laisser se dévorer les uns les autres dans le puits de boue qu'ils s'étaient creusé. Moi, assise dans mon luxueux penthouse, sirotant du thé à la camomille chaude. J'ai souri en regardant la bruine tomber contre la vitre. J'avais remporté une victoire sans armes, mais d'une complétude dévastatrice. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel du département de police de Boston. Julien était allé me dénoncer pour détournement de fonds et expulsion illégale. J'ai souri. Je m'attendais à ce coup. Je suis allé au poste avec toute la documentation, l'acte de propriété à mon nom, le contrat prénuptial notarié, les documents prouvant mes biens séparés, et les images des caméras de sécurité de la nuit précédente où on les voyait troubler l'ordre public. Devant les officiers, Julien a maintenu sa fausse façade de dignité, parlant sans cesse. Officier, regardez comment ma propre femme me traite. Elle a jeté ma mère de 70 ans à la rue au milieu de la nuit dans le froid glacial. Ce comportement est une violation morale grave. Le sergent de bureau a regardé Julien. Puis le dossier que je lui avais remis et a dit froidement. Docteur Vance? Légalement la maison est la propriété exclusive de Miss Sterling.
Elle a tout à fait le droit de décider qui y vit et qui n'y vit pas. Concernant votre relation maritale, vous êtes en cours de divorce. Et vous avez déjà signé l'accord par consentement mutuel. Le fait que vous ayez amené votre mère et votre sœur pour causer du trouble devant la propriété de quelqu'un d'autre constitue une nuisance publique. Julien est resté sans voix, le visage rouge d'embarras. Mais elle a gardé toutes nos affaires. Vous vous trompez. J'ai intervenu calmement. Vos effets personnels ont été soigneusement emballés et laissés dehors près de la grille. C'est vous qui avez refusé de les prendre et êtes resté là à faire un caprice. Quant aux objets de valeur, comme les tableaux, les antiquités et les véhicules, avez-vous un seul reçu ou document à votre nom? Julien a bégayé. Ceux-là ont été achetés pendant le mariage. Et avec l'argent de qui, ai-je demandé? Tout a été payé depuis mon compte bancaire avec des factures émises au nom de mon entreprise à des fins fiscales. Voulez-vous que je vous montre les relevés? Julien est tombé silencieux. Il savait qu'il n'avait aucun argument. Finalement, il a été forcé de signer un avertissement, acceptant de ne plus troubler la paix. Et est parti la queue entre les jambes. En retournant dans la misérable chambre louée, Julien a été accueilli par une scène encore plus déprimante. Patricia gémissait par terre de douleur et de faim. Chloé fouillait dans des sacs poubelles noirs contenant les vêtements que je leur avais rendus. Où est mon manteau de vison et mon sac Hermès? A crié Chloé. Pourquoi n'y a-t-il que de vieux vêtements ici? J'avais donné des instructions pour n'emballer que leurs vêtements les plus vieux et les moins chers. Les objets de luxe qu'ils avaient achetés avec mon argent. Je les avais gardés pour les donner à des œuvres de charité. Ce n'était pas une question d'argent. Je ne voulais juste pas qu'ils portent quoi que ce soit que j'avais fourni. Assez, a crié Julien à sa sœur. Arrête de te plaindre. Je reviens juste du poste de police. Nous avons perdu. La maison est à elle. Les affaires sont à elle. Nous ne récupérons rien. En entendant cela, les trois femmes se sont effondrées. Leur dernier espoir de retourner à la propriété pour la piller avait disparu. Les mauvaises nouvelles n'ont pas cessé d'arriver. Ce même après-midi, Julien a reçu un appel du bureau du doyen de l'université le convoquant pour une réunion. Il a précipitamment enfilé son seul costume restant, essayant de coiffer ses cheveux pour maintenir un minimum de dignité. Dans le bureau du doyen, la tension dans l'air était palpable. Le doyen a placé la note de mon entreprise retirant le financement sur le bureau. Dr Vance? Zenith Corporation a officiellement annoncé le retrait de tout le financement pour votre projet de recherche. La raison invoquée est un manque d'éthique pendant la collaboration. Pouvez-vous expliquer cela? Julien, suant à grosses gouttes, a essayé de se justifier. Doyen. C'est un malentendu personnel entre ma femme et moi. Elle est en colère et essaie juste de me mettre des bâtons dans les roues. Je vais lui parler pour la convaincre. Ce n'est pas seulement ça, a interrompu le doyen, glissant une pile de photos vers lui. L'université a reçu une plainte anonyme avec ses preuves. Vous entretenez une relation inappropriée avec une étudiante de premier cycle, Lorraine Miller. Et vous avez utilisé des fonds du projet pour des dépenses personnelles. La rumeur s'est déjà répandue parmi les étudiants, impactant gravement la réputation de l'université. Julien a regardé les photos de lui et Lorraine s'embrassant dans un hôtel et est devenu pâle comme un fantôme. Il savait que la plainte anonyme était mon œuvre. Dr Vance, selon nos règlements, l'université a décidé de vous suspendre de vos fonctions d'enseignement, en attendant une enquête complète. De plus, puisque le projet a été annulé, vous devez rembourser les $20 000 d'avance qui vous ont été accordés. Si vous ne les retournez pas, nous renverrons l'affaire aux autorités.
Julien a titubé hors du bureau du doyen comme si on lui avait arraché l'âme. Suspendu de son emploi, une dette de 20 000 $ sur la tête et dépouillé de son honneur. Quand il a atteint la cour de l'université, il a vu sa Mercedes garée là. Il est allé ouvrir la portière par habitude, mais un homme l'a arrêté. « Excusez-moi. Vous ne pouvez pas toucher ce véhicule. C'est ma voiture. Qui êtes-vous ? Je suis un agent de Zenith Corporation. Ce véhicule est propriété de l'entreprise et les privilèges d'utilisation du Dr Vance ont été révoqués. Veuillez vous écarter. » L'homme a arraché les clés de sa main, a démarré la voiture et est parti. Tout cela devant des centaines d'étudiants sortant de leur cours. Ils ont commencé à pointer du doigt et à chuchoter. « Regarde. Il récupère la voiture du professeur Vance. J'ai entendu dire qu'il a couché avec cette étudiante. De dernière année, Lorraine. Sa femme l'a largué et maintenant il est fauché. Ouah. Je pensais qu'il était riche. Mais il s'avère qu'il n'était qu'un sugar baby. » Les commentaires étaient comme 1000 aiguilles poignardant l'orgueil de Julien. Il est resté paralysé au milieu de la cour, ressentant une humiliation qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'image du professeur génie distingué qu'il avait tant travaillé à construire s'était complètement effondrée. Il a regardé le message texte qu'il venait de recevoir sur son téléphone. Dépôt direct, 950 $. C'était la véritable valeur du génie Julien Vance sans mon soutien. Cette somme n'achèterait même pas une bouteille du vin qu'il avait l'habitude de boire. Juillet à Boston brûlait sous un soleil impitoyable. Dans la chambre louée, une unité au rez-de-chaussée avec une ventilation terrible. L'air était épais et étouffant comme un four. Le vieux ventilateur grinçait, poussant de l'air chaud qui ne faisait qu'empirer la chaleur étouffante. Patricia était allongée sur le matelas, suant et gémissant. Sa maladie rénale avait empiré. Son corps était gonflé et douloureux, mais sans argent pour des médicaments coûteux. Elle n'osait prendre que des antalgiques bon marché de pharmacie. Il fait si chaud. J'ai tellement soif. Où est cette Lorraine ? Apporte-moi un verre d'eau. A crié Patricia. Lorraine, assise dans un coin en se faisant les ongles, a répondu avec agacement. Va le chercher toi-même. Je suis épuisé aussi. Les femmes enceintes sont censées être choyées. Et me voilà coincé dans cette porcherie, devant en plus servir une vieille femme. En entendant cela, Chloé a sauté et l'a attrapé par les cheveux. Qu'est-ce que tu as dit ? Qui appelles-tu vieille femme ? C'est la mère de ton mari. Sale ingrate. Si tu ne la sers pas, qui le fera ? Tu n'es rien d'autre qu'une bonne. Un fardeau pour cette famille. Les deux femmes ont éclaté en bagarre. Julien, qui venait d'arriver épuisé du travail, a vu la scène et a crié. Assez. Taisez-vous toutes. N'avons-nous pas assez de problèmes sans que vous vous battiez en plus ? Depuis sa suspension, Julien avait essayé de donner des cours particuliers. Mais avec sa réputation ruinée, aucun parent ne lui confiait ses enfants. Il avait dû cacher son doctorat et commencer à travailler comme livreur d'Ordache pour gratter un peu d'argent. Il a jeté son casque par terre et s'est assis, à bout de souffle. Combien as-tu gagné aujourd'hui ? A demandé Chloé. Les yeux brillants. 40 $. J'ai dépensé 10 en essence et 5 pour le déjeuner. Donc 25 restants. Seulement ça, a renâclé Chloé. Ce n'est même pas assez pour acheter les courses. Julien, tu dois faire quelque chose. Je n'ai même pas d'argent pour des tampons. Et où veux-tu que je trouve l'argent ? A claqué Julien. Tu as des mains et des jambes. Trouve un travail. Où vas-tu passer toute la journée à traîner en attendant des aumônes ? Chloé, offensée, est sortie en trombe. Elle était habituée à une vie de luxe.
L'idée de laver la vaisselle ou de travailler dans le commerce blessait son orgueil. Elle avait essayé de demander des prêts à ses amis, mais elle l'évitait toutes. Sachant que sa famille était en faillite. Patricia depuis le lit a regardé son fils émacié et sale. Sa fausse belle-fille paresseuse et impolie, et des larmes ont bienné dans ses yeux. Elle s'est souvenue du porridge chaud que je lui préparais chaque matin. Elle s'est souvenue de mes mains massant ses jambes quand elles lui faisaient mal. Elle a ressenti du remords, mais son regret tardif était entièrement inutile. La vie dans cette chambre exiguë pleine de privations avait transformé les gens qui se croyaient autrefois nobles et distingués en êtres misérables. D'humeur massacrante et cruelle les uns envers les autres. L'enfer sur terre. Plus ils étaient désespérés, plus les conflits s'escaladaient. Lorraine, le véritable amour de Julien, a commencé à montrer ses vraies couleurs. Elle n'était plus l'étudiante douce et innocente. La pauvreté avait arraché son masque de fausse moralité. Elle critiquait Julien pour être inutile, le comparant aux hommes riches qu'elle avait connus. J'ai dû être aveugle pour jamais te regarder. A craché Lorraine pendant un dîner de riz blanc nature et de haricots verts en conserve. Je pensais que tu étais un grand docteur. Et tu n'es rien d'autre qu'un misérable livreur. J'aurais dû me mettre avec le type qui possède l'épicerie du coin. Au moins il possède une maison. Julien a jeté son assiette par terre, la brisant. Ferme ta bouche. Quand j'avais de l'argent et une voiture de luxe, tu te collais à moi comme une sangsue. Maintenant que je suis fauché, tu me tournes le dos. Une accrocheuse comme toi ne vaut pas 200. Patricia et Chloé ont saisi l'occasion de se joindre à l'attaque. Dehors. Nous ne voulons pas de traîner comme toi dans cette maison. Tu es une malédiction. Tu as apporté la ruine à ma famille, a crié Patricia, lui jetant un oreiller au visage. Lorraine n'a pas retenu. Elle s'est levée et a poussé Patricia. Tais-toi. Vieille sorcière. Tu crois encore être la dame du manoir? Tu n'es plus qu'un fardeau pour cette famille maintenant. Voyant sa mère pousser, Chloé s'est précipitée sur Lorraine, l'attrapant par les cheveux et la giflant. Tu oses toucher ma mère. Je te tue. Les trois femmes ont roulé sur le sol sale de la chambre exiguë. Julien les a regardées, impuissant et dégoûté. Il n'est pas intervenu. Il a même ressenti une satisfaction tordue étrange. Il voulait que Lorraine souffre, qu'elle paie pour l'avoir trompé. Même si en réalité, il était un menteur aussi. Cette nuit-là, Lorraine a emballé ses vêtements, qui n'étaient plus nombreux ni en bon état, et a disparu dans la nuit pluvieuse. Julien a soupiré de soulagement, croyant être débarrassé d'un fardeau. Mais il avait tort. Lorraine n'était pas partie seule. Elle portait une bombe à retardement dans son ventre. 2 semaines plus tard, Lorraine est revenue. Elle était plus mince, hagard, avec de profondes cernes sous les yeux. Elle se tenait à la porte de la chambre avec une échographie froissée à la main. Julien? Je suis enceinte. C'est le tien. Julien, qui réparait un pneu à plat de son cyclomoteur, a reçu la nouvelle comme un coup de foudre. Enceinte maintenant quand il pouvait à peine se soutenir lui-même et sa mère. Tu mens. Comment savoir que c'est le mien? Avec ton côté promiscuité. Qui sait avec combien de types tu as couché? Il l'a rejeté cruellement. Lorraine, pleurant, est tombée à genoux à ses pieds. Je jure que je n'ai été qu'avec toi. Si tu ne me crois pas, attends que le bébé naisse et nous ferons un test ADN. Bébé. Notre enfant n'est pas à blâmer. Épouse-moi. Recommençons. Je travaillerai. Je ne me plaindrai plus. Patricia, qui avait tout entendu de l'intérieur, s'est traînée jusqu'à la porte et a pointé vers elle. T'épouser.
Tu essaies d'utiliser cette grossesse pour piéger mon fils? Dans tes rêves. Ma famille n'acceptera jamais une belle fille comme toi. Julien a regardé Lorraine avec froideur. Fais-toi avorter. Quoi? Lorraine n'en croyait pas ses oreilles. J'ai dit. Fais-toi avorter. Je n'ai pas d'argent pour le soutenir. Tu veux qu'il naisse juste pour mourir de faim? Va te faire avorter. Voici 20 $. La cruauté de Julien a été le coup de poignard final qui a tué tous les espoirs de Lorraine. Elle a regardé l'homme qu'elle avait autrefois idolâtré. L'homme avec qui elle avait rêvé de fonder une famille qui se révélait maintenant être un monstre. Sans cœur. Tu n'es pas humain. Lorraine a crié, se précipitant sur lui pour lui griffer le visage. Chloé, voyant son frère attaqué, a attrapé le manche du balai et l'a brandi fort, frappant Lorraine directement dans le ventre. Lâche mon frère. Psychopathe. Le coup a fait s'effondrer Lorraine, son abdomen cognant contre le sol en béton dur. Elle a laissé échapper un cri d'agonie et s'est tordue, s'agrippant au ventre. Un filet de sang a commencé à suinter d'entre ses jambes, tachant le sol sale. Du sang? Mon bébé. A chuchoté Lorraine. Le visage complètement pâle. Julien et Chloé sont restés paralysés, fixant la mare de sang. Patricia s'est évanouie sous le choc. Personne n'a osé emmener Lorraine à l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils sont juste restés là à regarder la vie quitter la petite créature qui n'était pas encore née. Quand les voisins ont entendu les cris et ont finalement appelé une ambulance, il était trop tard. Le bébé n'a pas pu être sauvé. Lorraine a perdu beaucoup de sang et est entrée dans un état de choc psychotique. Après être sortie de l'hôpital, Lorraine a perdu la raison. Elle marmonnait constamment au sujet du bébé qu'elle avait perdu, de la propriété de Brookline. De l'amour éternel. Elle rôdait dans le quartier harcelant la famille de Julien. Un après-midi, pendant une averse torrentielle, Lorraine s'est glissée dans la chambre pendant que Julien dormait profondément. Épuisée après une longue journée de livraison. Patricia délirait dans son lit, et Chloé n'était pas là. Lorraine, tenant un couteau à éplucher, s'est approchée de Julien. Dans son délire, elle a chuchoté. Julien, chéri, partons. Allons au paradis. Il n'y a pas de pauvreté là-bas. Et ta vieille femme n'y est pas non plus. Nous vivrons heureux pour toujours avec notre bébé. Julien s'est réveillé en sursaut. Voyant Lorraine avec un couteau à son cou, il a sauté et a détalé. Il a couru hors de la chambre et est monté jusqu'au toit du petit immeuble. Lorraine l'a poursuivi de près, les yeux injectés de sang, arborant un sourire dément. Où vas-tu? Tu as promis que nous serions ensemble pour toujours. Atteignant le toit du bâtiment de 5 étages, Julien était acculé. Derrière lui n'était qu'une rambarde basse, et en dessous l'asphalte froid et mouillé. Lorraine. Calme-toi. Parlons. A supplié Julien. Lorraine n'a pas écouté. Elle s'est précipitée sur lui et l'a serré fort. L'impact, combiné au toit glissant sous la pluie, les a fait perdre tous les deux l'équilibre. Julien a glissé et est tombé en arrière par-dessus la rambarde. Lorraine s'est accrochée à lui comme une prise de la mort dont il ne pouvait pas s'échapper. Ah! Un cri a glacé le sang, a brisé le silence de la pluie. Ils ont tous les deux plongé dans le vide depuis le 5e étage. Smash! Tout est devenu silencieux. Leur sang s'est mélangé à l'eau de pluie s'étalant dans la rue. C'était la fin d'un amour coupable, la fin d'ambition aveugle. Et la fin d'une trahison méprisable. Patricia, en apprenant la mort de son fils, a subi un AVC massif et est morte en route vers l'hôpital. Chloé, après avoir organisé les funérailles de sa mère et de son frère avec de l'argent donné par les voisins et terrifié par les dettes massives que Julien avait laissées derrière lui,
A fui le pays et n'a plus jamais été entendu. 3 ans plus tard, je me tiens sur le balcon de ma nouvelle propriété en bord de mer à Malibu. Respirant l'air pur de l'océan. La brise marine joue avec mes cheveux, maintenant coupés courts dans un style audacieux et moderne. Après tout ce qui s'est passé, j'ai vendu la propriété de Brookline. Trop pleine de souvenirs douloureux. J'ai déménagé avec mes 2 enfants en Californie pour commencer une nouvelle vie. Mon entreprise a prospéré. J'ai étendu les holdings de Zenith Corporation à travers le pays, devenant l'une des PDG les plus réussies d'Amérique. Paul et Sophie ont grandi. Ils sont d'excellents élèves et très compréhensifs. Ils ne mentionnent jamais leur père comme une façon de me protéger des mauvais souvenirs. Je prends une gorgée de montée à la camomille, regardant mes enfants jouer sur le sable blanc. Je ressens une incroyable sensation de paix. J'ai survécu à la tempête. J'ai eu ma revanche. Et j'ai appris à lâcher prise. Maintenant je vis pour moi-même, radieuse et fière. Comme un tournesol qui fait toujours face au soleil. Le passé est clos. Les traîtres ont payé le prix ultime de leur choix. Et moi, l'épouse dévouée d'antan, j'ai trouvé la véritable valeur de ma vie, la liberté.